Lénaïgue, nous allons passer... Nous allons discuter avec Jade Lingard qui va nous rejoindre, qui est journaliste à Mediapart, spécialiste des questions d'environnement, et dans lesquelles on va aborder les questions économiques avec elle, sur la transition écologique, et notamment sur comment on crée, à la fois on crée des emplois, et à la fois comment ceux qui sont détruits par le changement du modèle, comment on gère ces emplois, comment on gère les gens qui perdent leur travail. C'est la question qu'on va voir avec elle, et après on verra les questions sociales avec Rachida Elazouzi. Jade, à toi. Bonsoir. Bonsoir. Donc on sait que la transition énergétique peut créer beaucoup d'emplois. On a des chiffres très importants qui sont communiqués par des chercheurs. On parle de 800 000 emplois à horizon 2050, on parle de 600 000 emplois à horizon 2030. Il y a des campagnes pour créer 1 million d'emplois du climat. Mais on sait aussi que beaucoup d'emplois seront détruits et que des gens vont perdre leur emploi, leur boulot, dans ce mouvement-là de transition, tellement la reconfiguration de l'économie sera forte. Et donc ma première question, Yannick Jadot, est de vous demander qu'est-ce que vous prévoyez pour ces salariés qui vont perdre leurs emplois dans la transition énergétique, et aussi pour ces chômeurs qui vont rester bloqués dans des bassins d'emploi qui seront complètement vidés d'activité par la désindustrialisation. Je pense exactement l'inverse. Je pense que... Il n'y aura pas de destruction d'emplois. Sur le dernier point, des régions entières qui n'auront plus d'emploi. Je pense que la transition écologique conduit justement à l'inverse, c'est de relocaliser l'emploi et d'avoir des emplois sur l'ensemble des territoires. Mais démarrons au début. Oui, la transition écologique crée beaucoup d'emplois. Rénover, isoler des logements, c'est des artisans, des ouvriers, des architectes, des ingénieurs du bâtiment qui sont sur le territoire. Développer les énergies renouvelables, ce n'est pas de la centralisation, c'est de la déconcentration et de la décentralisation de la production d'énergie. Ce sont des coopératives, ce sont des PME, là aussi, sur tous nos territoires. Pour un emploi créé dans le nucléaire, disons, sur 1 mégawatt, quand on crée des emplois dans le nucléaire, on en crée 3 fois plus dans les énergies renouvelables. Donc, de toute façon, le bilan net... Okay, ça, c'est la création d'emplois. Le bilan net est très positif, mais c'est important. La question, c'était les destructions, les créations. Je l'ai bien compris, mais comme nous sommes devant beaucoup d'auditeurs, de téléspectateurs, il faut expliquer, parce qu'on n'est pas parti du bout déjà de la création d'emplois. Il faut expliquer à quel point une économie qui joue moins sur le capital, mais plus sur la formation, les ressources humaines, l'intelligence, la décentralisation, la relocalisation, la compétence, c'est une économie qui crée beaucoup plus d'emplois, plus d'emplois qualifiés sur tous nos territoires. Un élément où je vous rejoins, quand on a toujours défendu la transition énergétique, par exemple, on a toujours dit c'est de l'efficacité, donc le bâtiment, les transports publics, tout ça, ce sont des énergies renouvelables et ce sont des réseaux. L'élément qu'on n'a pas su ou on n'a pas suffisamment abordé, c'est que quand vous économisez l'énergie et que l'énergie existante, vous la remplacez par des énergies renouvelables, vous devez fermer des centrales. C'est l'histoire de Fessenheim, c'est l'histoire des centrales à gaz, des centrales à charbon, tout ça. Et c'est vrai que, probablement politiquement, on l'a pas assez structuré, pensé pour préparer à ça. Mais ça renvoie très clairement, à la fois, c'est un enjeu de responsabilité politique. Quand on est sur la loi de transition énergétique, que l'objectif est affiché de réduire à 50% la part de l'électricité d'origine nucléaire, ça veut dire la fermeture des réacteurs nucléaires, donc ça veut dire déjà d'anticiper la reconversion des personnels. Ouais. Et bien ça, aujourd'hui, l'État, ne voulant pas, au fond, aller dans cette transition énergétique, n'anticipe pas, ne construit pas cette reconversion. Mais ça veut dire, vous savez, en Suède, vous avez les salariés, c'est quasiment 50% de formation dans le truc. En France, c'est 10%. C'est d'abord de la formation. C'est d'apprendre aux nouveaux métiers. C'est évidemment, à partir du moment où on relocalise, ce n'est pas forcément des grandes mobilités de personnes. Ce n'est justement pas des bassins qui sont détruits où il n'y a plus d'emplois, où il n'y a plus de services publics, où il n'y a plus de trucs. Quand on prend la question de l'agriculture paysanne, c'est des plus d'emplois de paysans sur tous nos territoires. Quand moi je dis que je veux 100% de la restauration collective, des cantines scolaires jusqu'à la restauration des boîtes,
c'est issu de l'agriculture paysanne locale ou biologique. C'est plus d'emplois sur nos territoires. Ce n'est pas de la destruction d'emplois, c'est plus d'emplois sur nos territoires. On voit bien le système, globalement, peut être très vertueux. On a plein de contre-exemples locaux. Je vais vous en présenter un, c'est celui du site PSA à Aulnay, en Seine-Saint-Denis, ancien site PSA qui a fermé en 2014. La réduction de la place de la voiture individuelle est au cœur de la transition énergétique, puisque c'est une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut considérer que, sous cet angle-là, la fermeture de cette usine est un pas vers la transition énergétique. On pourrait dire ça. Cette fermeture, après une grande grève, et a fait des licenciements. Et en même temps, c'est 3000 salariés sur le carreau. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Mais moi, ce que je veux... Vous avez été voir Comme des lions, le film sur cette grève? Ce que je veux, moi, c'est que nos industries, y compris parce que l'État arrêtera une sorte de collusion à financer une logique du passé plutôt que d'investir sur l'avenir. Que notre industrie anticipe ces transformations. Ça ne veut pas forcément dire la mort des entreprises. Est-ce que vous vous souvenez, il y avait il y a un mois, un peu plus, il y avait le mondial de l'auto à Paris. Les titres des journaux, c'était « La France championne du monde des voitures sales ». Oui. Championne du monde des voitures sales. Est-ce que vous pensez... Non, attendez. Mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais est-ce que vous pensez qu'on va garder des emplois et des industries sur un segment industriel où on est considéré comme la France championne du monde des voitures sales? Qu'est-ce qu'on leur propose à ces salariés? Mais on leur propose, la voiture. Moi, je suis pour que la France devienne championne du monde de la voiture intelligente, de la voiture qu'on partage et de la voiture peu polluante. Les services liés à ce service de transport, en fait, sont créateurs d'emplois. On sait, par exemple, que les transports collectifs sont plus créateurs d'emplois que le transport individuel, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Mais ça, vous répondez pour après. Oui, vous mais avez 3000 types sur le carreau qui perdent leur emploi, les familles derrière. Qu'est-ce que le candidat Jadot leur dit? Mais le candidat Jadot, si l'entreprise est en train de fermer, le candidat Jadot, il va essayer, si l'entreprise est en train de fermer. Je ne vais pas mettre de l'argent public à fond perdu, comme on le met aujourd'hui dans les centrales nucléaires, pour maintenir du boulot. Je ne vais pas mettre des milliards dans le nucléaire militaire, simplement parce qu'il y a du boulot derrière. Je ne vais pas mettre des milliards chez Monsanto et Bayer, parce qu'ils vendent des phytosanitaires et qu'il y a des emplois autour du phytosanitaire. Ce que je veux, c'est que l'État assume sa responsabilité d'acteur de l'économie, pas pour décider pour tout le monde, mais pour avoir les incitations qui font qu'aujourd'hui, on finance plus. Dans la réalité, aujourd'hui, on finance plus ce qui va mal que ce qui va bien. Je veux retourner. Et à partir du moment où vous êtes en capacité d'anticiper, vous pouvez parfaitement organiser les formations qui permettent d'assurer une mobilité de ces ouvriers, de ces travailleurs, de ces salariés sur d'autres secteurs économiques. Prenons l'exemple de Belfort. Alstom, Belfort. Oui, Alstom. J'étais au Grenelle de l'environnement, je l'ai dit tout à l'heure. Négociation avec tous les acteurs. On était à ce moment-là le fret ferroviaire, transport de marchandises par fret ferroviaire. 14% à l'échelle française. Tout le monde est d'accord. Le fret ferroviaire est un système performant, efficace, vertueux du point de vue social comme du point de vue environnemental. Donc, on prend l'engagement collectivement de le porter à 25% en 2022. On est aujourd'hui à moins de 10%. On est aujourd'hui à moins de 10%. On a régressé. On a régressé de 14 à moins de 10%. Les Allemands, qui étaient en dessous de nous en 2007, sont aujourd'hui à 25%. Et on s'étonne après qu'une société, Deutsche Bahn et SNCF, quand ils achètent des locomotives pour le fret ferroviaire, achètent en Allemagne. Mais c'est normal parce qu'ils ont pris le cercle vertueux du social et de l'environnement. Okay. Donc le sujet, par exemple, qu'est-ce que je dis aux salariés d'Alstom? Je dis que si on met en place une politique, pas acheter des TGV pour rouler quasiment maintenant sur des lignes de RER, c'est totalement dingue. C'est comme si on prenait des Ferrari pour cultiver les champs. C'est totalement débile. Donc, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, nous allons faire un grand plan, et c'est y compris un de mes projets au niveau européen, un grand plan de la mobilité qui sert les Françaises et les Français. Et donc, on va faire des trams, et donc, on va faire du fret ferroviaire, et donc, on va réhabiliter les voies pour que les personnes puissent se transporter sans voiture. Mais si on avait, ce que je veux dire, pour dire la question de l'anticipation,
Si on avait fait ce qu'on avait dit au Grenelle de l'environnement, il n'y avait aucun problème pour l'usine d'Alstom à Belfort. Et quand j'entends le débat entre la direction d'Alstom qui met ça dans la campagne, donc ils sont sûrs que le contribuable va payer. Je veux dire, quand vous lancez ça dans une campagne électorale, vous êtes sûr que l'État va mettre de l'argent même pour faire des aberrations. Mais tous les responsables politiques qui sont au gouvernement, de ce gouvernement, du début comme de la fin, ou du gouvernement précédent, en choisissant le tout camion, ils ont choisi de tuer Alstom. Et c'est ça que je veux voir. C'est-à-dire l'annulation de l'écotaxe poids lourd qui était prévue. Et pour PSA, vous le savez, cette entreprise, pendant des années, n'a quasiment rien investi dans la recherche-développement quand ses concurrents, Volkswagen et d'autres, étaient à 7-8% dans la recherche-développement. Et bien c'est ça aussi qui fait qu'on pérennise des emplois, on est sur l'innovation et qu'on choisit justement la voie écolo. D'accord. Il y a un autre exemple, tout près de PSA Aulnay, de ex-PSA Aulnay, c'est Europa City. Europa City, c'est un projet d'énorme centre commercial et de divertissement qui doit ouvrir à horizon 2024. Énorme occupation d'espace sur des terres agricoles aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est une des luttes écologiques importantes en Ile-de-France. Ça ne vous a pas échappé. Et en même temps, c'est Imochan, je précise, qui est la filiale d'Auchan, qui développe ce projet. Et en même temps, c'est 3 milliards d'euros d'investissement. Ah oui. Eh bien oui. Donc si on ne fait pas Europa City, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose aux habitants? Qu'est-ce qu'on propose aux habitants de ce territoire qui est particulièrement impacté par le chômage, par la pauvreté, le chômage des jeunes, il bat tous les records. Qu'est-ce que vous leur proposez si on ne fait pas Europa City? Faire Europa City, c'est largement déplacer l'acte de consommation. C'est une des raisons, au-delà de la protection de la biodiversité, de la protection des terres, de la protection de la nature. La réalité aussi, c'est que cet immense centre commercial, qui fera aussi de la culture, donc on est dans le Patrick Lelay, c'est-à-dire on va rendre des cerveaux disponibles. Pas la question. Mais non, mais ce que je veux dire, non mais pas la question. Qu'est-ce que vous leur proposez comme emploi et comme activité? Je reprends, Imochan annonce avec Europa City, ils disent 4200 emplois sur le chantier de construction et ensuite 11 000 emplois et quelques sur l'exploitation. Ce sont des chiffres surestimés, on l'a démontré, etc. N'empêche qu'aujourd'hui, il y a 17 agriculteurs qui cultivent leurs terres sur le triangle de Gonesse. Qu'est-ce qu'on propose comme activité et comme emploi aux jeunes de ce territoire? D'accord, mais là, le sujet, c'est plus la transition écologique, on est d'accord? Parce qu'à ce moment-là, ça crée des emplois de construire Notre-Dame-des-Landes. Ça maintient des emplois, de continuer à déverser des baux rouges en Méditerranée. Qu'est-ce qu'on propose à la place pour créer des emplois? C'est quand même une question de transition énergétique. C'est quel modèle de développement pour ces territoires déjà victimes d'inégalités territoriales fortes? Ce n'est pas la question de la transition écologique. La question de la création d'emplois dans notre pays n'est pas que dans un bassin, face à un projet absurde, comment on remplace les emplois. Si on refuse un projet, par quoi on le remplace? Enfin, c'est quand même une question de transition. Mais pourquoi vous voulez qu'on bousille ces terres agricoles? On fait quoi? On fait un Center Park et quand on n'est pas content d'un Center Park, on fait un nouveau Astérix? Non. Par quoi on remplace pour créer des emplois? Derrière notre entêtement, il y a une question. Dans ces cas d'école... Non, parce que ce n'est pas la même question que tout à l'heure, la conversion. C'est une autre question. C'est comment on crée les emplois dans notre pays. Cette question, je vais vous dire, c'est intéressant. Il y a eu une tribune passé trop inaperçu dans le club de Mediapart de quelqu'un qui est engagé sur les questions de discrimination, d'islamophobie. C'est le directeur exécutif du CCIF, Marwan Mohamed. Et il est parti sur autre chose. 5 leviers pour vraiment changer la France, les questions françaises. Et à un moment, c'est intéressant, et j'aimerais que vous commentiez, il dit « environnement pour une écologie populaire ». Parce qu'au fond, c'est ça qu'elle vous pose, Jade. C'est-à-dire comment sortir de ce truc où des pans entiers de la situation ne ressentent pas les défis environnementaux parce qu'ils ont ces questions sociales, ils ont ces questions immédiates. Et son commentaire, c'est dit, on ne sauve pas notre planète les uns sans contre les autres. Ce qui a été abîmé de manière asymétrique doit être réparé et préservé de manière égalitaire. Comment mettre en œuvre une écologie populaire, qui ne fait pas l'air d'être une écologie pour après, pour plus lointain, qui soit ressentie par les gens immédiats. Voilà. Je suis d'accord. C'est ça la question qu'on vous pose. Oui, mais enfin, non, parce que la question qu'on m'a posée, c'est par quoi on remplace Europa City, parce qu'il n'y a que 17 agriculteurs, et que 17 agriculteurs, ce n'est pas tous les ouvriers qui vont, ou les salariés qui vont travailler à Europa City. Social, il y a une crise sociale. Comment que l'écologie n'ait pas l'air d'être un supplément d'âme? Moi, je revendique aussi l'écologie populaire. Alors, je revendique aujourd'hui l'écologie populaire. Parce que je l'ai dit en introduction, les personnes vulnérables dans les quartiers populaires
près du périphérique, du point de vue de l'alimentation, du point de vue de l'énergie, tout ça, sont dans toutes les précarités, et particulièrement toutes les précarités environnementales. Logement, alimentation, énergie, discrimination, on peut parler de tout. Bon. L'écologie populaire, aujourd'hui pour moi, c'est évidemment recréer un cadre de vie qui corresponde à une vie décente. Quand on investit aujourd'hui, moi j'étais par exemple à Villeneuve, à Grenoble, il y a de la réhabilitation un peu partout sur les territoires, des quartiers. On met de l'argent dans le béton, d'accord ? Pour que ça soit plus confortable et tout ça. La plupart du temps, ce ne sont pas des entreprises locales, ce ne sont pas des PME auxquelles les mairies font appel. Parce que notre système de marché public ne donne pas la préférence à des entreprises locales. J'étais avec des entreprises de Villeneuve à Grenoble, ils n'ont quasiment aucun marché public. Alors heureusement, le maire, Éric Piolle, est en train un peu de changer les choses, mais ils n'ont quasiment aucun marché public, ça va que sur les super grosses boîtes. Évidemment, quand on fait de la rénovation urbaine, il faut que ce soit les entreprises du quartier qui participent à la rénovation. Première chose. Deuxième chose, c'est aussi, vous le savez, déghettoiser ces quartiers-là, ça veut dire les désenclaver. Si on veut faire de la construction, faisons des transports collectifs qui désenclavent tous ces territoires. Quand dans certaines zones, à une demi-heure à vol d'oiseau de Paris, vous mettez 1h30 en transport en commun pour venir, c'est proprement scandaleux. C'est aussi, évidemment, créer tous les services qui ont disparu de ces quartiers, que ce soit les services à la personne comme les services d'intérêt général. Dans la plupart de ces quartiers, il n'y a quasiment plus d'urgence. Vous n'avez plus de services psychiatriques de la petite enfance. Sur plein de sujets, vous êtes condamné à rester dans votre quartier et à souffrir. Et en même temps, vous avez une incroyable énergie dans ces quartiers. Moi, je ne suis pas pour l'ubérisation du droit du travail. Il y a plein d'auto-entrepreneurs, soit par contrainte, parce qu'ils sont tellement discriminés que finalement la seule option, c'est de se créer sa propre entreprise, soit par volonté. Et aussi beaucoup par volonté de choisir sa vie, de s'émanciper dans le travail à travers sa propre entreprise. Et bien moi, je veux donner des droits aussi à toutes ces personnes qui sont en train de monter leur boîte, qui soient des droits équivalents aux autres salariés. Voilà comment aussi on crée de l'emploi autour, mais pas seulement de la transition écologique. Alors on va y revenir peut-être sur la politique de l'emploi, sur le partage du temps de travail. Vous savez que nous... on me demande comment créer de l'emploi, donc il faut que je puisse répondre. On va y revenir. Le premier soir du débat public sur Europa City, qui a eu lieu à Gonesse, dans la salle, quasiment toutes les personnes qui ont pris la parole pour critiquer le projet d'Europa City étaient plutôt âgées, plutôt des retraités et tous des blancs. Et ceux qui ont pris la parole en défense du projet en disant « nous, on veut ça parce que c'est de l'emploi, parce que c'est de l'activité », c'était des jeunes, c'était des personnes racisées, des Noirs, des Arabes. Et donc, ma question, c'est à quoi sert l'écologie politique si elle n'a rien à proposer à ces personnes? Mais je pense avoir tenté de dire qu'on avait des choses à proposer à ces personnes. La réalité, c'est que ces personnes aujourd'hui peuvent soutenir ce type de projet parce qu'elles sont discriminées sur le reste du marché de l'emploi. Et que c'est aussi la lutte contre les discriminations. Vous savez, il y a eu un rapport qui a été fait. Si on arrêtait de discriminer dans notre pays, depuis l'école, notamment les discriminations par le nom, par la couleur de peau, par le quartier d'origine ou par le genre, on aurait 14% de richesse en plus. C'est-à-dire que discriminer, ce n'est pas simplement, j'allais dire, dégueulasse vis-à-vis des personnes qui sont discriminées. Ce n'est pas seulement humiliant. C'est une perte incroyable de richesse collective. Donc, déjà, luttons contre les discriminations. C'est pas parce que... Et puis, vous savez que si on fait Europa City, c'est d'autres personnes dans les autres centres commerciaux à côté qui perdront leur boulot. Le truc, on est obligé de regarder quand même à l'échelle d'une région. On ne va pas créer de l'acte de consommation et puis comme les gens n'ont pas des faibles revenus, il faut importer encore plus de Chine, il faut encore porter à bas coût et il faut s'assurer qu'il y a du vrai dumping social en Chine pour satisfaire notre besoin de consommation, pour qu'il y ait des gens qui puissent vendre. Tout ça, et à un moment, est un modèle absurde. On ne va pas créer Europa City pour déplacer ou pour créer des boulots sur place qui détruiront des boulots 15 km plus loin. Ce qu'il faut, c'est donner une autre perspective
sur notre économie qui soit effectivement une perspective de création Mais on d'emplois. ne sait pas très bien laquelle en vous écoutant. Mais ce sera après Bon, avec on va Rachida. continuer de toute façon sur le social. Voilà, de toute façon, on a encore une bonne heure Mais devant nous. je resterai, ça c'est sûr, contre la destruction des terres agricoles. Oui, bon, ça, Ouais, ça, ça, c'est très je clair. resterai contre Ce qui la est pas destruction clair, des terres c'est qu'est-ce qu'il y a agricoles. comme autre Donc je veux activité pas- proposée.